Bonjour Romain. Bonjour Romain. Je ne sais Allez, pas on a. si tout fonctionne. Si, je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement bien. Allez, super. Écoute, il est 16h59. On attend un petit peu les retardataires. On se laisse 2 minutes. Il y a déjà du monde de côté, donc c'est plutôt cool. Et puis après, je commencerai à lancer notre discussion du jour. Allez, pas de problème. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés. Pendant qu'on attend tout le monde, je vais en profiter pour rappeler un petit peu ce qu'est un webinaire. Donc, le webinaire aujourd'hui est un petit peu particulier pour ceux qui ont assisté à tous ceux qu'on a pu faire depuis le début. C'est la deuxième fois que l'on reçoit une personne externe. On a souhaité donner la parole aux acteurs de l'événementiel. Donc, aujourd'hui, c'est Romain qui nous fait l'honneur de sa présence. Ce webinaire, il va durer 20-25 minutes. Pour rappel, on vous entend pas, donc ne nous criez pas dessus si on réagit pas. Il y a un petit chat, vous pouvez poser des questions, vous pouvez échanger et on fera en sorte d'essayer d'y répondre aussi bien que possible. Et puis j'espère qu'on va passer tous un excellent moment ensemble. J'espère aussi. Il n'y a pas de raison. Mais oui. Allez, je vois que ça se connecte encore un petit peu. Je reconnais des noms de presque fidèles. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va attaquer 17h. On est ponctuel. Tant pis pour les retardataires. Et puis, je le rappelle, ils pourront revisionner cet échange. On est en direct. On va pouvoir revisionner tout ça. Évidemment, c'est pas pareil parce qu'on ne pourra pas répondre à vos questions, en tout cas aux questions des personnes qui ne seront pas présentes en live. Bonjour Stéphane. Je vois que ça commence les premiers messages dans le chat. Alors, petit rappel, 25 minutes. Le schéma, c'est on échange avec Romain, un acteur de l'événementiel. Donc, je le remercie déjà d'être présent. Romain, donc, est le cofondateur de Five, dont il nous parlera dans quelques secondes des activités. Et puis, il est là pour nous parler de cette activité, justement. Et puis, il est là pour nous parler également de son parcours, notamment dans l'événementiel et plus particulièrement dans la gestion de programmes bénévoles ou de programmes volontaires, selon comment on souhaite les appeler. Donc, Romain, je te laisse la parole, je te laisse te présenter un petit peu, et puis après, on fera ça sous forme d'un débat, et on invitera aussi les participants à nous poser des questions pour tenter d'y répondre. Avec plaisir. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup à Quickot. C'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation. Pour le parcours, relativement rapidement, parce qu'on est limité dans le temps, mais moi j'ai travaillé principalement sur toute ma carrière sur des événements sportifs internationaux, sur l'Euro 2016, la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, la Coupe du Monde féminine de football, les championnats d'Europe d'athlétisme qui ont malheureusement été annulés entre-temps, à chaque fois sur des thématiques liées au programme volontaire de près ou de loin. Sur l'Euro 2016, j'étais responsable programme volontaire d'un site. Sur la Coupe du Monde féminine, j'étais responsable du programme volontaire en centrale. Sur la CAN, je m'occupais des accréditations, et donc j'étais plutôt dans la gestion de volontaires qui étaient au département accréditation. Et sur l'athlétisme, sur le département des opérations, où était rattaché entre autres le programme volontaire. Et aujourd'hui, j'ai switché, j'ai cofondé Five. Five, c'est quoi? C'est une société qui met en contact des indépendants, des experts dans le domaine du sport, les médias, les transports, les accréditations, le sponsoring, peu importe, avec des acteurs de l'événementiel, des sponsors, des clubs, des comités d'organisation, des fédérations qui ont des besoins spécifiques. Voilà pour mon parcours. Merci pour cette présentation. Je m'y retrouve un petit peu. Alors, on n'a pas que le même nom, on a presque le même parcours, puisque j'ai commencé pour ma part en 2007 sur la Coupe du Monde de rugby. J'ai ensuite basculé sur les Alpes pour les championnats du monde de ski à Val d'Isère en 2009. Et c'est à cette occasion qu'on a pu se rencontrer. À l'époque, tu étais étudiant. L'objectif
de notre entretien, c'est de pouvoir évoquer l'évolution justement de la gestion des programmes bénévoles. Si on fait un tout petit cours d'histoire, j'estime qu'en France, le premier programme bénévole digne de ce nom, c'est 92, les JO d'Albertville. Ensuite, on a eu de nombreux événements. On a eu Coupe du Monde 98, on a eu 2003 l'athlé, 2007 le rugby. Alors j'en oublie certainement plein. Hein. On a eu au hasard championnat du monde de ski en 2009, on a eu les Jeux équestres mondiaux en 2014, l'aviron en 2015, et puis les événements que tu as pu citer. Donc évidemment, les choses ont évolué, ne serait-ce que d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue des pratiques. Et donc on est là pour parler de ça. Donc, toi qui as commencé et puis qui as pu déjà apercevoir ce qu'était un programme bénévole en 2009, lorsque tu as pu travailler sur Val d'Isère, intervenir sur Val d'Isère, est-ce que tu notes déjà des évolutions? Est-ce que il y a des choses qui te viennent en tête et qui sont des éléments clés de l'évolution des programmes bénévoles? Oui, tout à fait. Plein. Pour resituer le contexte, je trouve que c'est des choses qui s'adaptent aussi bien. Là, on parle des événements sportifs internationaux ponctuels, mais cette évolution, je la perçois aussi sur des événements récurrents organisés par exemple par des fédérations. Mon premier constat, c'est l'évolution dans la professionnalisation de l'organisation des programmes volontaires. Je trouve que c'est le sport de manière générale qui se professionnalise à tous les étages. Et là-dedans, la brique volontaire prend de plus en plus d'ampleur, que ce soit chez les organisateurs, les fédérations nationales, les fédérations internationales. On commence à créer des départements volontaires. Donc, ça devient un pôle à part entière. Ça prend plus de place à l'intérieur parce qu'on se rend compte que mieux le gérer, ou en tout cas mieux considérer sa gestion, ça fait gagner du temps, de l'énergie et in fine aussi de l'argent à l'organisateur, et ça permet d'améliorer l'expérience volontaire. Donc ça, c'est le premier point sur lequel j'ai vu une évolution. Après, il y en a d'autres. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne ou que... On va enchaîner. Ça me porte plein de questions. Même si je suis resté un petit peu proche d'événements pour avoir participé, pour t'avoir croisé en 2016 notamment, où j'étais moi-même bénévole sur le site dont tu avais la responsabilité à Saint-Étienne pour l'Euro 2016. J'ai constaté plein d'évolutions. Quand j'ai commencé en 2007, l'aide et l'appui technologique étaient quasi néants, ne serait-ce que pour les candidatures des bénévoles, alors que maintenant, même des événements de taille modeste, des événements locaux, se professionnalisent, se dotent de solutions, vont avoir une personne qui va être responsable de leur staff bénévole, qu'il soit de 50 ou de 1500 personnes. Évidemment, on s'aperçoit que ça se professionnalise. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que maintenant, ce n'est plus seulement l'affaire de je recrute des bénévoles, je fais un planning et je les mets à disposition des équipes. Maintenant, peut-être tu peux m'en parler, c'est quoi le rôle d'un responsable de programme bénévole, d'une personne qui va piloter les bénévoles sur un événement de taille quelconque? Très bonne question. Je trouve que ce qui a principalement évolué, alors effectivement, du coup, on passe la partie recrutement et phase opérationnelle. C'est un peu entre les deux ou en transversal la valorisation. Enfin, en fait, cette personne, elle est devenue actrice dans la valorisation des programmes volontaires à travers plein de choses, avec une plus grosse prise en compte de l'épanouissement, plus de formation. C'est-à-dire qu'on raisonne moins à court terme sur l'événement, mais on pense plus à la montée en compétence des personnes. Ça travaille aussi sur leur fidélisation. On formalise cette montée en compétence. En fait, je trouve qu'il y a les formations directes, c'est-à-dire que les personnes se rendent compte qu'elles montent en compétences. Et aujourd'hui, on met en avant, à travers les organisations, les compétences, les formations un peu induites, c'est-à-dire que sans se rendre compte, en étant volontaire sur un événement, bénévole sur un événement, on progresse sur des choses qu'on peut réutiliser dans notre vie professionnelle et personnelle. Le coup d'après, ce sera de certifier ses compétences et on va aller vers ça. Les JO seront sûrement un vecteur et un appel d'air pour aller vers ça dans la continuité de cette évolution de la gestion. Aujourd'hui, le remerciement des volontaires, il prend différentes formes. C'est plus seulement un merci à la fin de l'événement.
on apprend en tant qu'organisateur, le référent volontaire à mieux connaître, mieux expliquer les missions. Quand avant, peut-être, on regroupait sous 3-4 missions l'ensemble des volontaires. Ils arrivaient, ils ne savaient pas exactement quelle allait être leur mission et où ça allait aller. Aujourd'hui, on travaille bien plus en amont sur définir ces missions, mieux évaluer les besoins. En gros, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il n'y a rien de pire qu'un bénévole qui s'ennuie de nuit. Et donc on améliore ce dosage pour que tout le monde soit content. Et côté organisateur, on perd moins de temps. Et côté bénévole, on est plus content. On voit des changements dans les méthodes de recrutement. Donc, tout ça, alors à noter que c'est en miroir, je trouve, cette amélioration de la valorisation et cette prise en considération et cette évolution du rôle de gestionnaire des volontaires, elle est en miroir aussi avec une montée des exigences. Je trouve que, en fait, on ne fait pas évoluer la gestion des bénévoles pour la faire évoluer parce que ça fait plaisir, mais aussi parce que en face, alors ça nous fait plaisir, mais en face, il y a aussi des exigences plus fortes côté bénévole. Comme tu l'as dit, il y a plein d'événements qui se sont passés. Les personnes, elles ont plus de référentiels. Il y a une exigence naturelle qui se met en place. Il y a eu des événements phares qui ont eu lieu dans tout le territoire, par exemple si on citait l'Euro 2016, et qui ont pu mettre un standard assez élevé sur certaines choses. Et dans la continuité, ça a fait naître une petite exigence, mais qui est bonne aussi, justement, ça permet à tout le monde d'aller vers l'avant. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti, ou même au quotidien avec QuickOps, vous avez ce sentiment. L'exigence, elle est des deux côtés. J'allais te poser la question. Est-ce que c'est une exigence seulement du côté des organisateurs, donc faire en sorte qu'on ait un programme bénévole ou un programme volontaire, encore une fois, on utilise les deux noms, qui doit avoir un certain niveau d'exigence. Est-ce que cette exigence, elle vient pas aussi soit alimenter, soit elle vient tout simplement des bénévoles eux-mêmes? C'est-à-dire, on se tend, on va vers des événements. Moi, j'ai été ultra surpris lorsque je suis venu à l'Euro 2016. On côtoie des gens bénévoles qui ont de l'exigence, on côtoie des gens qui ont des points de comparaison. Ils nous disent j'ai été bénévole à tel événement l'année dernière, il y a 6 mois, je suis bénévole sur le prochain, et ils comparent. Moi, je me souviens tout à fait de mon expérience à l'Euro 2016. Je me souviens des formations qu'on a pu suivre, je me souviens de la journée d'intégration, je me souviens de toutes ces petites choses-là. Et maintenant, on en est certain, lorsqu'on arrive sur un événement et qu'on discute avec des bénévoles, ils ont ces points de comparaison. On n'est pas sur des serial bénévoles qui font 12, 13, 14 événements, mais on tombe très rapidement sur des gens qui en font 2 ou 3. Est-ce que ça, toi qui as fait plusieurs événements, est-ce que déjà tu as retrouvé des personnes d'événement en événement? Et est-ce que surtout, tu as pu constater que ce niveau d'exigence, c'est pas que celui de l'organisateur, c'est aussi celui des bénévoles. Et si on veut les fidéliser, si on veut faire en sorte que l'image de son événement soit bonne aussi, on doit faire en sorte d'organiser ce programme bénévole aux petits oignons. Clairement, alors je garde cette idée d'image en tête, puis ça me fait penser à quelque chose. Mais pour répondre à ta question, effectivement, vraiment, la montée des exigences, elle se fait des deux côtés, côté organisateur et côté bénévole. À chaque fois que j'ai été d'événement en événement, j'ai recroisé les mêmes personnes qui étaient là, qui traversaient tous les événements et qui, du coup, vraiment se disaient « Ok, j'ai eu ça sur celui-ci, peut-être pas sur celui-là, et ainsi de suite. » Après, c'est important aussi de le mettre en corrélation avec le dimensionnement de l'événement. Je pense que et ses moyens. et ses moyens, les bénévoles sont hyper lucides et ils adaptent aussi leurs attentes à l'événement. Et la notion d'image, elle est intéressante d'image de l'événement parce que, en gros, avant, je trouve que les deux objectifs en fonction des structures pour leur programme bénévole, c'était pour des événements récurrents de convertir les bénévoles, de fidéliser les bénévoles, que ça puisse continuer, qu'ils puissent les avoir d'année en année. Et sur des événements ponctuels, effectivement, on était plus sur une notion de productivité à l'instant T et d'image. Et aujourd'hui, je trouve que les programmes bénévoles, ils sont directement impliqués dans je sais pas comment dire ça, dans la responsabilité sociétale des organisateurs d'événements. C'est-à-dire que l'évolution des programmes volontaires, elle est aussi accompagnée par une autre évolution qui est aujourd'hui, c'est impossible d'organiser un événement sans avoir une grosse démarche RSE et les programmes volontaires
participe beaucoup à l'image, alors pas négativement, hein, c'est top, c'est aussi une vitrine de ces démarches d'événements, et il s'inclut directement dans l'implication des territoires, dans la montée en compétences et dans des choses comme ça. Donc, une des autres explications de pourquoi est-ce qu'un programme bénévole se gère différemment qu'avant, c'est que aujourd'hui, il prend une place un peu plus forte dans l'image et de ce que le grand public voit de l'extérieur de l'événement, je trouve. Bon, tu me fais une bonne passerelle parce que il y a une notion que moi je n'entendais pas lorsque j'étais à ta place 2007-2009. On parle beaucoup d'héritage désormais. Donc c'est en lien avec la responsabilité sociétale. On parle beaucoup d'héritage. L'un des événements dont j'ai entendu beaucoup parler d'héritage, c'est par exemple Paris 2020. Donc Paris 2020 avait mis le paquet sur l'héritage. Concrètement, ça consiste en quoi? Quand on parle d'héritage d'un programme bénévole, c'est quoi ton rôle, mais surtout, qu'est-ce que l'on veut laisser en héritage et à qui? Ouais, complètement. En gros, sur Paris 2020, donc ouais, il y avait dans mon département une responsable du programme bénévole, et son rôle, il était un peu particulier dans le sens où il y avait dans le cadre des championnats d'Europe d'athlétisme, le projet VK, Volontaires européens et citoyens actifs, c'est-à-dire qu'on avait gagné un appel à projet de la Commission européenne qui finançait une partie de notre programme. L'événement a été annulé, mais le programme a continué, c'est-à-dire qu'on a pu continuer des actions sur valoriser le volontariat, faire le lien entre les volontaires et la citoyenneté européenne, organiser quand même un événement de rassemblement. Et le coup d'après, c'est de faire le lien avec plein de nouveaux organisateurs pour leur proposer notre vivier de bénévoles. Donc l'héritage, il est multifacette sur cet événement qui n'a finalement pas eu lieu, donc c'est un bon exemple. Il est sur la montée en compétences des volontaires, où on a pu vraiment mesurer leur connaissance sur des thématiques avant et leur connaissance sur des thématiques après, notamment liées à l'Europe et au volontariat européen, et sur leur possibilité d'intégrer ensuite d'autres événements. Donc, c'est un bon exemple d'ancrage d'héritage à travers un programme volontaire. Alors, j'ai un semblant de réponse, mais ça bénéficie à qui tout ça? J'ai entendu, ça bénéficie au bénévole, il va monter en compétences, il va pouvoir bénéficier d'actions en faveur de sa montée en compétences, de ses connaissances, de ses savoir-faire, de ses savoir-être, peut-être pour les réutiliser dans la vie professionnelle, par exemple. Mais ça bénéficie à qui également lorsque, par exemple, Paris 2020 décide de faire de l'héritage un des actes forts de son programme bénévole. Alors, je pense que les principaux, là je vais engager un peu ce que je dis, mais je pense que les principaux bénéficiaires, c'est les bénévoles. C'est-à-dire que eux, ça leur permet de monter en compétences, de voir des choses différemment, etc. Aujourd'hui, finalement, Paris 2020, le championnat d'Europe d'athlétisme et le comité d'organisation, cet héritage, ok, ça a permis de laisser une bonne image, etc. Mais finalement, il n'est pas complètement réutilisable à ce moment-là. Là où c'est intéressant, c'est pour les événements peut-être plus récurrents, organisés par des fédérations, par exemple, où là, il y a une vraie notion de... cet héritage, en fait, il permet de la fidélisation. Si on doit parler concrètement, je pense que ça permet de fidéliser. Ce qui fait un lien aussi avec l'évolution dans la gestion des bénévoles, les fédérations, si on prend l'exemple des fédérations nationales, mais il y a aussi des fédérations internationales qui sont dans cette démarche. D'année en année, ils ont plein d'événements. Sur chaque événement, ils ont une liste de volontaires bénévoles sur un Excel, il les sollicite, il les ressollicite, on ne sait plus qui était l'année dernière, qui n'y était pas, quel est le coup d'après, lesquels on a su valoriser, lesquels on n'a pas su valoriser. Et aujourd'hui, il y a un réel investissement de la part des organisateurs dans des réflexions sur comment mieux utiliser notre vivier de volontaires / bénévoles. En fait, c'est fou, c'est-à-dire qu'une fédération nationale, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus parlant, une fédération nationale, c'est un vivier énorme de personnes amoureuses de leur sport et de personnes autour qui participent à leur organisation en temps normal. Et ce vivier, finalement, avant, il n'était pas tellement structuré, et aujourd'hui, il se structure de plus en plus. Et en fait, les organisateurs se rendent de plus en plus compte de la valeur qu'a ce vivier et cette data.
Bon, ça fait la liaison avec notre dernier webinaire qui était avec Adrien Balduzzi de la Fédération française en e-sport, où justement, on travaille ensemble, Quick-Off et la Fédération, avec soit des solutions digitales, mais pas que, pour justement créer cette communauté et remettre la fédération dans leur rôle de fédérateur de communauté auprès de ce public qui fait vivre leur sport. Mais ça marche aussi, non pas seulement pour des grands événements sportifs, non pas seulement pour ces fédérations, mais la volonté de fidéliser et d'améliorer son programme bénévole, ça marche aussi pour des événements de taille modeste. Tout à fait. Pardon, du coup, j'ai regardé le mot de Stéphane, du coup, j'ai bugué sur le. Oui, oui, effectivement. Alors, pardon, si tu peux répéter ta question, parce que du coup, ça m'a absorbé. Oui, moi je dis ça marche pas. Ce que l'on dit ici, c'est pas une vérité que pour les fédérations, que pour les grands événements sportifs, parce que évidemment nos expériences sont faites de ces événements-là, mais pas exclusivement. Le besoin de fidéliser, le besoin de fédérer, le besoin d'animer une communauté, de se professionnaliser entre guillemets pour ces événements-là, ça marche aussi pour des petits événements, des événements de taille modeste. Ça rejoint la remarque de Stéphane. Stéphane dit, pour les organisateurs, il faut savoir aussi donner pour recevoir vis-à-vis des bénévoles et ainsi les fidéliser. Je crois que c'est exactement ça. Demain, j'organise un trail ou un festival culturel. Je vais avoir des bénévoles, je vais en avoir 50, je vais en avoir 300. J'ai toujours jugé que la relation entre des bénévoles et un organisateur, c'était contribution. La contribution, c'est celle que donne le bénévole. Et ensuite, en face, on a une rétribution. La rétribution, c'est pas un salaire, c'est l'expérience, c'est la formation, c'est des moments simples qu'on va partager avec eux, c'est le fait de structurer leur expérience et faire en sorte qu'elle se passe bien. C'est surtout ça. C'était pas réellement une question, c'était surtout de se dire ce que l'on est en train de dire, ça s'applique à des événements de toute taille. Je vais juste faire une pause parce qu'on a une question qui peut être intéressante, puisque tout à l'heure, tu as parlé de formation. On a Grégory Bonfils, que tu dois connaître, qui aborde un sujet. Dans quelle mesure un volontaire doit-il plutôt être spécialisé avec un rôle précis ou capable de répondre à des besoins multiples et variés au sein de cette aire fonctionnelle? En gros, est-ce qu'on spécifie les bénévoles ou est-ce qu'on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être pas multitâches, mais presque? Ok, alors 2 niveaux de réponse. Bonjour Grégory, allez les Verts. Le premier, c'est que, alors déjà, ça c'est un point de vue qui est peut-être pas pareil chez tout le monde. Au niveau du recrutement, moi, à mon avis, on parle souvent des compétences nécessaires pour un bénévole, pour telle mission. D'expérience, la première compétence, c'est la motivation et le bon sens et l'envie. C'est-à-dire que finalement, si on a 100 missions dans notre programme bénévole, on en a 97 qui sont remplies par une personne qui a un profil relativement commun. On a peu d'hyperspécificité à des missions. Si il y a une mission avec les diffuseurs broadcast, qui est des trucs techniques, ok, pourquoi pas, mais sinon, je trouve que c'est assez commun. Ensuite, au sein d'un même département, c'est ça ta question, Grégory, j'imagine, au sein d'un même département, est-ce qu'il faut laisser sur une mission ou aller sur plusieurs? Si jamais c'est pas ça, n'hésite pas à me dire. Moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, 2 écoles. Pour un volontaire, c'est intéressant de voir plusieurs missions, si il a envie de le faire, mais à la fois, il sort de sa zone de confort. Il faut aussi avoir en tête que quand un bénévole, il vient sur un événement, c'est impressionnant, ça peut faire peur, ça dépend de la taille de l'événement. On est content de savoir ce qu'on a à faire et des fois d'y rester. Ou au contraire, des fois, on a envie d'en sortir un peu. Et côté organisateur, c'est aussi intéressant d'avoir le même volontaire dans la durée qui fait la même mission, parce qu'on l'a formé, etc. Ça, c'était vrai hier. Aujourd'hui, justement, dans cette évolution, on a de plus en plus de touche à tout, de jokers un petit peu, qui vont aller chercher une pluralité de missions. Et c'est plutôt l'organisateur qui va s'adapter à ce type de besoin côté volontaire pour lui, de son côté, aussi adapter son outil et ses méthodes pour répondre à ce besoin. Ok. Le temps avance. Ah, une réponse. Maxime. Est-ce que les organisateurs d'événements accordent-ils plus d'importance à la thématique bénévole qu'auparavant? Et si oui, pourquoi? Alors, oui, complètement.
Pourquoi? Bah, un peu pour tout plein de raisons qu'on a évoquées, mais moi je pense que la raison principale, c'est cette dualité entre valorisation liée à l'image que doit renvoyer l'événement et montée des exigences du côté volontaire, avec en transverse un côté optimisation, c'est-à-dire que on se rend vite compte en étant organisateur qu'en gérant mieux les volontaires et en donnant une plus grosse place dans notre organisation à la gestion des programmes volontaires, bah, on gagne du temps, de l'énergie, de l'argent, et je pense que c'est trois ressources assez importantes pour un organisateur. Finalement, ça paraît logique en réalité. Maintenant, Logique. en tout cas en 2021, ça paraît logique. Ça paraît logique, mais je suis sûr que si on prend, je sais pas combien il y a de personnes de connectées et qui ont tous été dans un événement, dans une fédé, dans un truc, ils ont tous vu il y a quelques années des organisations qui étaient plutôt bon. Ok, il nous en faut combien? 10, 20, 30, allez, partons sur 30. Viens, on envoie un mail à toute notre base de données, on voit ce qui tombe, on leur dit de venir lundi matin et on verra comment on s'organise pour les dispatcher. Et ça, bah, aujourd'hui, ça marche plus, ou en tout cas, on se rend compte que c'est beaucoup moins Ça marche efficace. moins bien. Ok. Ouais. On a passé 25 minutes ensemble. On va pas clôturer comme ça. Je vais quand même te poser d'autres questions, notamment une qui me tient à cœur parce que c'est ce qui est aujourd'hui le sens de la démarche de Quickoff. Pour expliquer un petit peu, moi j'avais fait un constat, c'est que on n'était pas doté des moyens modernes que l'on pouvait avoir sur d'autres thématiques d'un événement pour gérer ses bénévoles. En gros, on n'avait pas de logiciel ou alors on faisait avec du Excel, des Google Forms, des choses comme ça, et donc on a développé Quickoff pour gérer l'ensemble des besoins que pouvait avoir un organisateur sur cette thématique-là. Je suis pas là pour parler de cette solution-là, mais du coup, toi, est-ce que tu as constaté une évolution? Est-ce que tu constates des choses qui pourraient encore être améliorées, non pas dans le dur sur les solutions, mais et surtout, qu'est-ce que ça a apporté le fait d'avoir une aide technologique lorsqu'on est sur le terrain? Alors, ça a révolutionné la gestion des programmes volontaires. Je dis pas ça parce que vous avez une solution qui fait ça, mais en fait, avant, il y avait des très gros acteurs qui avaient. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, mais ouais. Avant, il y avait des très gros acteurs qui avaient ce type de solution, l'UEFA pour pas les citer, par exemple. Mais sinon, ça n'existait pas. Enfin, pas ou c'était peu. pas accessible. Ouais, c'était pas accessible ou en bricolage, quoi. Et en fait, finalement, bah, arrête-moi si je me trompe, mais Quickoff, ça existe depuis 2 ans, 3 ans peut-être. Ça fait 2 ans, ouais. Et en fait, vous êtes arrivé à un moment où il n'y avait pas vraiment de réponse à cette question, c'est-à-dire comment, ok, on doit mieux améliorer nos programmes volontaires pour toutes les raisons, on doit mieux gérer nos programmes volontaires pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Comment on fait? Bon, bah, on n'a peut-être pas la solution. Du coup, bah, tiens, il y a des solutions qui existent. Quickoff en est une pour gagner énormément de temps et pour s'inscrire aussi dans quelque chose qui est dans la durée et dans la digitalisation. Je trouve que c'est un point important de ces solutions. Et par exemple, Quickoff, il permet à un volontaire d'avoir sur son smartphone, de faire toutes les étapes liées à son programme volontaire, d'avoir les informations. Enfin, la différence entre hier et aujourd'hui, elle passe aussi par cette digitalisation et cet accès à l'information. Donc ça, c'est plus sur l'aspect vitrine côté volontaire. Et sur le côté organisateur, ceux qui ont l'occasion de se plonger dans ces solutions, alors il y a une petite durée d'acclimatation. Ensuite, on a vite fait de se rendre compte que avant, peut-être sur une tâche où on avait un chef de projet qui passait 6 mois dessus, ou alors à l'année où quand il fallait prévenir tout le monde, récupérer les infos, changer dans son truc Excel non partagé, etc., ça prenait des heures et des heures. Là, ces solutions, elles permettent de gagner un temps et un confort, même pas un confort, un temps considérable. C'est-à-dire, c'est pas du confort. Je pense qu'aujourd'hui, c'est presque compliqué d'organiser un événement sans cette solution. Bon, si c'est un événement à 5, 10 volontaires, je sais pas. Et encore, ça facilite grandement. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois d'autres points à rajouter dans l'évolution des programmes bénévoles ou alors est-ce que tu arrives à te projeter déjà en te disant, là, on a Paris 2024 qui arrive, on a Courchevel-Méribel 2023, on a France 2023 au rugby. Alors là, les 5 prochaines années, si en plus on cite tous les événements entre guillemets amateurs qui ont lieu tous les week-ends, ceux des fédérations, que les fédérations organisent, etc. Là, c'est juste génialissime pour quelqu'un qui bosse dans l'événementiel. C'est génialissime pour quelqu'un qui bosse sur les bénévoles.
Mais concrètement, il va se passer quoi? Est-ce que le niveau va augmenter? On va avoir de l'innovation? Et surtout, même avant d'avoir de l'innovation, est-ce qu'on peut innover sur un programme bénévole? Alors, oui. Et je pense que oui, voilà, c'est tout. Non. Sur rugby et JO, Meribel aussi, peut-être à une échelle différente, mais en fait, c'est la première fois, selon moi, où va y avoir des événements, va y avoir un avant et un après. C'est-à-dire que je pense que c'est des événements qui ont tellement de poids, qu'ils soient politiques, économiques, etc., qui vont pouvoir occasionner des vrais changements. Du coup, je vais souligner les échecs que moi j'ai pu avoir ou les lacunes que j'ai pu avoir sur la Coupe du Monde féminine 2019, qui est un des plus gros événements qu'il y a eu ces dernières années, où j'étais responsable du programme volontaire au national. Et il y a plein de sujets que j'ai pas su et pas pu pousser, notamment sur cette notion d'héritage et de montée en compétences, parce qu'on n'a pas su se donner l'ambition suffisante. Puis peut-être que je suis acteur là-dedans, peut-être que j'ai pas su impulser le truc et qu'on n'avait peut-être pas le poids nécessaire pour créer un héritage qui aille au-delà de juste un certificat et une montée en compétences induite. Aujourd'hui, Paris 2024 et Rugby 2023, leur slogan, si on les recoupe, c'est faire la différence, c'est faire mieux, faire différemment, marquer les esprits. Je pense que ce sera une vraie opportunité de changer de braquet et j'espère qu'ils porteront aussi loin les ambitions qu'ils ont, notamment par exemple si je prends l'exemple de Paris 2024 sur la montée en compétences et arriver à faire certifier les compétences que développent des volontaires. C'est des sujets hyper intéressants, mais c'est des sujets de société presque. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'événements suffisamment gros qui ont pu attaquer ces sujets de société. Donc pour moi, le coup d'après, c'est ça, c'est d'aller plus loin sur des thématiques lourdes et marquantes. Ok, moi ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, elle sera surtout une innovation sociétale plutôt qu'une innovation technologique. Euh, je vais, on va changer de sujet parce qu'on a une question qui me plaît. Et Grégory nous dit même, on peut même l'aborder en offline si jamais ça vous gêne. Euh, que répondriez-vous à quelqu'un qui dit qu'un volontaire prend le travail d'un salarié qui devrait être payé pour cela? Je schématise juste. On est sur des événements. On a parlé d'événements de toute taille. Alors évidemment, le besoin du bénévolat sur des événements de taille modeste, on le comprend. C'est des associations qui organisent. Ils ont besoin de forces vives sur des très courtes durées et n'ont peut-être pas les moyens, surtout, de mobiliser des salariés pour chaque tâche. Dès lors qu'on parle de France 2023, dès lors qu'on parle de la Coupe du Monde FIFA 2019 pour les filles, ou alors que l'on parle des JO, on va avoir des milliers de bénévoles. Et évidemment qu'on va entendre cette question à plusieurs reprises. C'est des volontaires. Ils ont pris des volontaires, c'est pour pas payer des salariés. Mais alors pourquoi on fait appel à des volontaires? Je ne sais pas si Grégory, il a 2h30 pour en discuter, mais alors, plusieurs choses. La première, c'est que pour moi, les programmes bénévoles, en fait, c'est une opportunité de faire participer des personnes à une grande fête nationale. C'est pas que des mots, c'est pensé. C'est de faire participer à la fête des personnes inclusif. C'est inclusif, qui n'auraient pas pu y participer. Prenons l'exemple, la doyenne des volontaires de la Coupe du Monde féminine. Il faudrait que je redemande à la responsable du site de Paris, mais elle s'appelle Ginette et elle avait 87 ans et elle a vécu la meilleure expérience de sa vie. S'il n'y avait pas un programme volontaire et qu'on était sur un système salarié, Ginette, elle n'aurait jamais vécu ça. Et je prends l'exemple de Ginette, disant, oui, mais c'est un cas particulier. Des Ginettes, il y en a des millions, et des Ginettes, il y en a qui ont 23 ans, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, des actifs, des étudiants, des retraités. Chacun vient chercher un truc différent. Et l'expérience, croyez-moi, elle est vraiment différente quand on la vit en tant que volontaire ou en tant que prestataire. J'aurai une petite anecdote là-dessus derrière. Et côté organisateur, parce que quand vous êtes spectateur, quand vous allez à l'étranger, que vous allez vous faire, très bien, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été voir un match de Ligue 1. Quand vous arrivez au stade, vous êtes accueilli par un prestataire, c'est-à-dire quelqu'un qui vous accueille, il est payé pour faire ça. Alors, il y en a qui le font très bien avec le grand sourire. Souvent, quand vous êtes accueilli sur un événement qui a des volontaires qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là, je pense que vous voyez la différence d'accueil.
Et je prends un exemple sur le programme volontaire de l'Euro 2016 à Saint-Étienne, où on avait plusieurs bénévoles qui avaient décidé de quitter le programme, mais zéro problème, parce que Coca avait fait une campagne de recrutement pour vendre dans les buvettes les objets Coca. Et du coup, là, c'était des positions rémunérées. Bon, moi, j'étais le premier. Les volontaires étaient désolés, mais je leur dis, mais pas de problème, c'est-à-dire que je comprends. C'était les premiers à revenir vers le programme volontaire en disant non, bah, en fait, je laisse Coca et je reviens, parce que quand je vois ce que les autres ont l'air de De vivre, vivre. de vivre, ça, c'est génial. Donc, c'est un début de réponse. Après, c'est sûr que c'est un débat et ce sera un éternel débat et c'est intéressant d'en débattre. Je suis même pas sûr qu'il y ait une vraie bonne réponse, mais si on me pose la question, c'est les deux éléments que je donne. Ah si, si, il y en a une. Il faut des bénévoles pour avoir des sourires sur nos événements. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai commencé ce métier-là, des premières remarques qu'on m'a fait à l'époque, c'était le bénévole, c'est le premier sourire que le spectateur va voir lorsqu'il va arriver sur le site. Et ça, c'est ultra important, c'est ce que tu disais. Si j'arrive demain dans un lieu Paris 2024 en tant que spectateur, c'est une expérience pour moi, c'est une expérience pour le bénévole, il va m'accueillir avec le sourire, je vais me dire, mais c'est génial, c'est la fête du sport, c'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que je vis sur des festivals de musique, je suis content de le vivre comme ça aussi. Donc, bon, il n'y a pas que l'argument de l'enthousiasme qui fait que l'on fait appel à des bénévoles, mais néanmoins, c'est un des arguments les plus forts. Ouais, puis dernière remarque là-dessus, dépendant la taille, tu parlais justement, c'est intéressant la différence entre des événements qui ont besoin de bénévoles volontaires parce que c'est des vraies contraintes économiques et ça leur permet de faire des beaux événements mais avec peu de moyens. Si on prend des mastodontes, si on prend l'UEFA, la FIFA, etc., ils ont des volontaires certes, mais ils investissent énormément d'argent dans la gestion de ces volontaires, dans leur valorisation, dans leur mise en avant, dans leur dotation, dans des choses comme ça. Et il y a une réflexion d'image derrière. Donc, c'est pas une opposition des grands méchants qui exploitent des volontaires et des petits qui en ont absolument besoin. Vraiment, il y a une considération forte chez tout type d'organisateur de ces sujets. Ça tombe bien que tu abordes ce sujet parce que je crois que la personne qui s'occupe des bénévoles à la FIFA est parmi les participants. Donc, si jamais elle a une remarque à nous faire sur pourquoi la FIFA investit autant sur du temps, des moyens sur ses programmes bénévoles, je pense que là, ça résumerait assez bien nos échanges. Voilà. En tout cas, on a fait le tour. Hein. On n'a pas fait le tour. On peut pas le faire facilement. Il faudrait des heures et des heures. Et puis, ouais, je vois qu'Anne-Catherine est en train de répondre, donc ça me fait plaisir. On a des heures et des heures pour y répondre, en effet. Ce qui est certain, si je devais retenir quelques éléments de cette évolution, la première, ça a été le niveau d'exigence qui est monté vis-à-vis de la production d'événements. On produit des événements de plus en plus de qualité, mais à toute taille, des petits événements ou des grands événements. Moi, je suis toujours sidéré, je regarde ça, je me dis, mais il y a un professionnalisme de dingue, que ce soit une petite asso ou un mastodonte tel que la FIFA qui organise ça. Et donc, pour suivre, les programmes bénévoles, ils ont monté le niveau d'exigence, les bénévoles, ils ont monté le leur également, et on a vu que ce soit pour le recrutement, pour de la formation, pour de l'animation, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a tout ça également, et tout le monde a été obligé d'évoluer. En gros, c'était soit je suis, soit mon événement, il va être un petit peu au rabais. Je lis la réponse d'Anne-Catherine en même temps. Elle parle, elle résume bien, elle dit parce que c'est l'avenir, parce qu'on peut permettre de changer beaucoup de choses pour un bénévole en y mettant les moyens. Pour leur avenir, mais aussi pour celui du sport. Ouais, ça fait écho à des choses que l'on met en place. J'ai parlé de fédération tout à l'heure, on a parlé de fédération handisport, il y en a d'autres également qui parlent d'héritage et qui parlent surtout d'employabilité. L'idée de l'employabilité, c'est de se dire sur des événements, on va pouvoir expérimenter des choses, apprendre des choses à des bénévoles qui vont doper leur employabilité. Nous, on est en train de travailler, par exemple, chez Quick-Off sur des CV bénévoles pourquoi finalement, sur des LinkedIn ou des choses comme ça, je ne peux mettre qu'en avant mon expérience professionnelle, alors que j'ai peut-être appris des super trucs qui vont pouvoir servir à un employeur lorsque j'étais bénévole à l'Euro, lorsque j'étais bénévole festival de musique à côté de chez moi, etc. Et ça, je trouve ça génial que des institutions qui font rêver tout le monde, comme la FIFA, comme les JO, comme l'UEFA, se disent on investit,
C'est bien résumé par Catherine, donc merci beaucoup, parce que c'est l'avenir. Donc, je propose qu'on puisse clôturer sur ces belles paroles. Je remercie encore Romain d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies pu te libérer. Je sais que ton actualité est chargée avec Five. Très rapidement, tu peux nous dire un petit peu c'est quoi l'émission de Five, comment vous accompagnez des organisateurs, des acteurs de l'événementiel? Ouais, clairement, bah en fait, quand un acteur a un besoin, on y répond à travers une communauté d'indépendants qu'on appelle le Five Club. Nous, on qualifie un certain nombre d'indépendants, on a plus d'une centaine, qui sont experts dans leur domaine, avec différents niveaux d'expérience. Et en gros, on absorbe la mission côté client, c'est-à-dire vous dites, ok, nous, là, on ne peut pas recruter, ou alors c'est quelque chose de très ponctuel, on n'a pas l'expertise en interne. Est-ce que vous savez faire? La réponse est oui, sur la plupart des sujets. Et nous, on vous proposera la meilleure réponse possible en vous mettant en lien avec un indépendant pour vulgariser, imaginer une agence d'intérim du sport, sauf que nous, on va mettre une petite couche de mini-conseils dessus pour être certain qu'on vous apporte la meilleure solution. Aujourd'hui, le monde une mini parenthèse, le monde du travail, lui aussi, il est en plein changement. Il y a de plus en plus d'indépendants et ça accompagne le besoin de flexibilité et d'adaptabilité des entreprises. Donc, nous, on essaie de s'inscrire dans cette mouvance-là. Bon, eh ben écoute, en tout cas, c'est un chouette projet. Je suis certain qu'il va fonctionner. La preuve en est, c'est la taille déjà de la communauté du Five Club, avec des dizaines et des dizaines d'experts reconnus. Je remercie Romain, je remercie les participants. Vous étiez nombreux à vous inscrire. C'est le record. On n'a pas eu autant d'inscrits depuis très longtemps. Donc, c'est pour nous une bonne nouvelle. Ça veut dire que le sujet des bénévoles, il intéresse. Ça veut dire que les gens, ils y sont sensibles. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça évolue avec le temps. Donc, en tout cas, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Le chat, il est encore actif. On peut y répondre même des jours après s'il le faut. Si c'est des questions pour Romain, je lui les transmettrai avec grand plaisir. Et merci à tous. Ça fait plaisir de voir autant de gens mobilisés. Et puis surtout, on croise les doigts pour une reprise de l'événementiel la plus rapide possible. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Salut. Au revoir.